10h midi, Valérie Expert, Gilles Ganzmann, Sud Radio Média. Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Très joyeux Noël et joyeux Noël à notre invité Romain Nigita. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, joyeux Noël à vous aussi et puis à tous les auditeurs. Romain, vous avez offert plein de séries, Ça s'offre Des encore DVD. des DVD. Ah bah moi en tout cas j'en achète encore. C'est vrai. Des DVD, des Blu-ray, des 4K UHD, enfin voilà. Et vous en trouvez encore sur des séries actuelles? On en trouve encore sur les dernières séries Star Trek ou Doctor Who, ce genre de séries-là, ça se trouve toujours. Mais on les offre pas parce que tout le monde sait que je les achète avant que ça sorte. Donc, voilà. Et est-ce qu'on peut offrir un abonnement Netflix ou un abonnement sur le... Non, ça on n'arrive pas. Hein. Ah si, ça peut s'offrir. Si, On trouve même des fois à la caisse de certains magasins des cartes prépayées pour ce genre de plateforme, un peu comme vous avez les cartes cadeaux pour certains magasins de vêtements. Mais vous avez des cartes prépayées pour Netflix, donc vous pouvez acheter un an d'abonnement, 6 mois d'abonnement, ça se fait, oui. Et on Donc, trouve si ça vous dans les reste grands des- magasins. On trouve ça dans les grands magasins. Si vous j'en ai reste des jamais- vous cadeaux, l'aviez vu, ça non. J'en Si ai vous jamais reste des vu. cadeaux, vous allez dans les grands magasins? Non, moi non plus. On a fait une émission, on a dit. Voilà, donc alors c'est un peu spécial ce matin, c'est le matin de Noël, donc il n'y a pas de débat, on a laissé les débatteurs se reposer. On a mobilisé Romain Nigita, donc journaliste série à Téléstar. Et Pierre-Antoine Cléré, dans la deuxième partie, on vous parlera télévision. Pierre-Nicolas, on vous parlera télévision et technologie aussi. Voilà, absolument. À On a 11 heures. décidé que le 25 décembre, on avait envie d'être un peu plus léger et de vous proposer 2 heures feel good avec des idées, en tout cas de séries à voir et à revoir et à attendre pour 2026. Et puis je précise que vous avez publié un livre qui va paraître courant janvier. Le 22 janvier. Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel. Romain Nigita, c'est chez Playlist Society. Et vous revenez sur la saga des Simpsons et surtout l'impact sur la société et comment la société a aussi impacté le dessin animé. Hein. C'est exactement ça. C'est moi ce qui m'a intéressé dans cette série qui continue toujours depuis plus de 36 ans, c'est qu'elle est toujours aussi pertinente. On peut revoir les premiers épisodes, ça part toujours autant de notre société. Et pourtant, la série et son contenu a évolué depuis tant d'années. Elle s'est adaptée aux nouvelles technologies, à la politique. Et donc c'est ce paradoxe justement que j'ai tenu à analyser. Et puis j'ai eu la grande chance pour ce livre d'avoir une préface signée par les voix françaises de Marge et Homer, Véronique Augereau et Philippe Pétieux, qui sont 2 comédiens talentueux et adorables et qui m'ont fait le plaisir d'ouvrir ce livre. Est-ce que vous aimeriez que le bébé grandisse? Le livre ou le... Non, pas le livre. Non, mais le bébé, il a jamais grandi. Mais aucun n'a grandi. Mais Aucun c'est ça, ils en ne 30 grandissent ans. pas, ils ne vieillissent pas. Ils ont toujours le même âge. Bart a toujours 11 ans. Il y a même un épisode dont je parle dans le livre qui explore ce paradoxe. Non, moi je pense qu'il faut que ça reste tel quel, mais ça n'empêche pas Ce de serait raconter drôle, par Bart l'histoire. adolescent, ça pourrait donner... Alors, il y a quelques épisodes qui laissent entrevoir le futur. Ouais. On voit Lisa qui devient présidente des États-Unis. On voit Bart qui travaille Il y a sur un une sorte chantier de- avec un engin de démolition. Donc on voit quelques trucs. Et le gag, c'est que chaque fois que Maggie, qui ne parle jamais quand elle est bébé, une fois adulte dans ces épisodes spéciaux, dès qu'elle ouvre la bouche, il se passe un truc et on n'entend pas sa voix. Ouais. Donc ça va paraître donc le 22 janvier, Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel. Romain Nigita, on peut dire que vous êtes l'un des meilleurs spécialistes français des séries. Un des... Le meilleur. Le Mais oui, meilleur. on reçoit le meilleur. Oui, c'est Noël, donc soyons œcuméniques. Alors, on va commencer avec les séries dont tout le monde a parlé cette année. Donc, pour ceux qui ne les auraient pas vues, sont vraiment les incontournables de cette année 2025. C'est celle dont vous allez sûrement parler là pendant les fêtes avec vos familles. Est-ce que t'as pas vu ça? T'as vu ci? C'est vachement bien. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de les voir. Donc moi, je vous ai fait une petite sélection et je pense que vraiment la série dont tout le monde a parlé cette année, même les hommes et femmes politiques, c'est la série britannique Adolescence, qu'on a pu voir sur Netflix, qui est une mini-série en 4 parties, qui est absolument éblouissante. Tous ceux qui l'ont vue en sont restés quand même... Dans le fond et la forme. Dans le fond et la forme, absolument. tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a une forme incroyable, puisque chaque épisode se déroule en un seul mouvement de caméra. Mais le fond est tellement brillant que plein de téléspectateurs n'ont même pas remarqué cette forme. Donc c'est dire à quel point le fond prime finalement sur la forme. C'est ce qu'on appelle en technique un plan séquence. Un plan séquence, tout à C'est-à-dire fait. qu'on n'interrompt jamais la caméra. En tout cas, on ne voit pas les coupes, parce qu'il y a toujours des petites coupes un peu cachées. Ah, en il y a fait. des coupes dans Adolescence. Quand vous avez une personne qui passe devant la caméra, ça fait un peu comme un petit volet et ça permet de reprendre. Il y a Mais des c'est une petits- il y a des petits série trucs. exceptionnelle qui évoque l'emprise justement Des réseaux sociaux sur de très jeunes
adolescent, justement. Adolescent, et on va pas vous dévoiler le. Mais par contre, Valérie, on peut écouter la bande-annonce. On découvre cet enfant qui va être arrêté au petit matin. Les parents ne savent pas pourquoi, mais en fait, il y a eu un meurtre et on le soupçonne d'avoir tué une de ses camarades. On est armés! Vous cherchez quoi? Les mains en l'air! C'est pas la bonne maison! Il a rien fait, papa! Mais c'est qu'un gosse! Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai! C'est un bon gamin. Jamie, écoute bien attentivement. Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard? Oui. Alors on peut dire que vous êtes amis? C'est elle qui est morte? Pourquoi tu demandes ça? Tu crois que c'est possible qu'on parle un petit peu de ton père? J'ai rien fait, je suis innocent! Alors on va découvrir cet enfant, je vous dis pas s'il est coupable ou pas. Non, il faut rien dire. Il y a eu une petite discussion hors antenne avec Valérie. VF ou VO les séries? VO dans la mesure du possible. Ouais. Si vous êtes un tout petit peu sensible à la langue, moi je préconise la VO, mais bon, après il faut pas non plus se priver de regarder des bonnes séries si vous êtes allergique à ça. Heureusement, maintenant sur les plateformes, on peut choisir. Vous pouvez même regarder une version espagnole sous-titrée sri-lankais, il n'y a pas de problème. C'est quand même mieux en VO, effectivement. Alors, autre série qui a marqué l'année, c'est une série française, Bref 2 sur Disney+. La suite de Bref, toujours interprétée et écrite par Ken Kojandi, c'est un peu pris tout le monde par surprise. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une suite plus de 15 ans après la série originale qu'on a vue sur Canal. Je pense qu'on n'en attendait pas grand-chose. Même moi, je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment la peine d'y revenir? Mais il a trouvé une forme un peu différente, justement, en racontant une histoire de couple. Là, c'est des épisodes qui font une demi-heure. C'est plus des épisodes courts de 6 minutes comme la version originale. Et pourtant, il y a toujours ce rythme très particulier. Et c'est vraiment une très bonne surprise. Autant la première série, c'était les tribulations d'un trentenaire. Et là, c'est comment on passe le cap de la quarantaine. Avec toute l'hypocrisie et les mauvais côtés de ce personnage, qui est loin d'être un personnage parfait. Moi, j'ai notamment beaucoup aimé le voisin, qui est très émouvant, qui est joué par Jean-Paul Rouve, qui est vraiment très touchant, qui est là un petit peu en arrière-plan de toute cette histoire. Il y aura une nouvelle saison de Bref ou pas? Pour l'instant, rien n'est annoncé, mais tout comme celle-là qui a été tournée sous un faux titre d'ailleurs, ça a vraiment pris tout le monde par surprise. Donc je pense que si jamais il y a une suite, ça sera peut-être pareil dans 10-15 ans, quand il y aura vraiment une nouvelle étape de l'évolution de ce personnage. Voilà, il se passe, je ne spoile rien, souvent pour les gens qui l'ont pas encore vu, mais il y a un événement à la fin de cette suite. Qui laisse présager qu'il y aura peut-être... qui nourrira une potentielle suite dans 10 ou 15 ans. On a pu remarquer avec Valérie, parce que c'est des fois on reçoit des invités, Disney+ a vraiment été la plateforme qui a beaucoup investi dans des productions françaises cette année. En tout cas, Netflix le fait depuis longtemps, mais avec peut-être des séries un petit peu moins marquantes. Alors, Netflix le fait beaucoup avec des coproductions avec des grandes chaînes hertziennes. Certaines des grosses séries de TF1 sont coproduites avec Netflix. Le feuilleton quotidien Tout pour la lumière était aussi une de ces coproductions. Mais c'est vrai que Disney en produit peut-être un peu moins, mais à chaque fois, elles font un petit peu plus l'événement. Il y avait eu la série sur Mélikou Sekine il y a 2-3 ans qui était absolument formidable. Il y a ce Bref 2 qui est une belle réussite. L'année prochaine, il y aura Lucky Luke avec Alban Lenoir, que moi j'attends beaucoup parce que je trouve que c'est un rôle vraiment qui convient absolument à ce comédien qui vraiment monte de plus en plus et qui mérite tout le succès qu'il est en train d'engranger. Et puis il y a eu Ghost, nous on avait reçu le producteur de Ghost. Il y a eu Ghost qui est là aussi une coproduction avec TF1 et qui est l'adaptation d'une série britannique. Donc c'est vrai que en tout cas en quantité, j'ai pas vraiment regardé les chiffres, mais en tout cas, en termes de qualité et de promo, c'est vrai qu'on a un petit peu plus entendu parler des productions françaises de Disney. Alors, il y a eu Astérix, le combat des chefs sur Netflix, que moi j'adorais. Oui, qui était très bien fait. La série animée réalisée et écrite par Alain Chabat. Tous ceux qui aiment l'humour de Chabat, qui avaient adoré Mission Cléopâtre au cinéma, c'était vraiment que du bonheur. Ça se regardait. C'était drôle, les dialogues étaient drôles. Plein de clins d'œil, ça parle à tout le monde, aux enfants comme aux adultes. On est presque sur sa fin à la fin du dernier épisode parce qu'on veut en voir plus, donc en général ça c'est assez bon signe. Donc là on s'attendait à quelque chose et on n'a pas été déçus du tout, donc vraiment petit prodige comme dans tout ce que fait Alain Chabat. The Studio sur Apple TV. The Studio, ça c'est la série pour les fans de cinéma. Incroyable. C'est une série qui est un pastiche des coulisses d'Hollywood. Absolument génial. On suit un jeune producteur qui se retrouve embringué dans des histoires où il doit produire un film dérivé d'une marque de soda
Nigeria. Il doit mentir à tout le monde, aux comédiens, à ses patrons. C'est avec Seth Rogen, qui est un comédien américain qui joue dans énormément de comédies. Il est aussi le producteur de la série. Il y a aussi un épisode avec un plan séquence, justement, dans une villa dans laquelle ils doivent justement ne pas faire échouer le tournage d'un plan séquence. Et l'épisode lui-même est en plan séquence. Donc vraiment, si vous êtes... Avec des guests, il y a Bryan Cranston, l'acteur de Breaking Bad. Il y a Martin Scorsese. Il y a Martin Scorsese parce qu'il lui propose de faire un film avec lui, mais en fait... mais il n'ose pas lui annoncer que c'est Coca-Cola. Voilà. Martin Scorsese qui est très très drôle dans cet épisode. Il y a Ron Howard aussi, un peu plus tard dans la série. Je l'ai pas vu. C'est génial. C'est sur Apple TV. C'est une série géniale. Et c'est vraiment une série qui s'adresse aux cinéphiles, plus qu'aux fans de séries, mais vraiment une série très très drôle je vais regarder. que je vous conseille. Oui, c'est pas Coca, c'est Kool-Aid. C'est Kool-Aid, mais c'est une marque de soda qu'on connaît pas trop en France. Qu'on connaît moins en France. Il y a tout un jeu de mots sur le fait que c'est un soda qui a été utilisé lors d'un suicide collectif d'une secte aux États-Unis. Martin Scorsese veut faire le film sur la secte, alors que de l'autre côté, le studio doit produire un film joyeux sur cette marque de soda. Et c'est le problème des scénaristes et de tout ce que peuvent rencontrer comme problème les producteurs et les scénaristes avec les différentes chaînes. C'est vraiment une série incroyable. Être à la tête de Continental est le seul boulot que j'ai toujours voulu. Non, mais je suis honoré, évidemment, d'être devenu une de ces personnes qui décident quels films seront produits et ceux qui ne le seront pas. C'est énorme. Et je me suis lancé là-dedans parce que... Tu vois, j'adore les films, mais là, je flippe à l'idée que... mon métier, ce soit de les saboter. Ce métier est une machine à broyer. Les films de prestige et les succès au box-office ne sont pas obligatoirement incompatibles. On peut faire les deux et on fera les deux. Sévrance, alors moi j'ai pas réussi à rentrer dedans. Sévrance, c'est une série très particulière qui ressemble un peu à un long épisode de la 4e dimension, un peu très étendu. Donc je suis un petit peu de votre avis, je trouve ça un peu long pour ce que ça veut raconter. C'est quoi, Sévrance ? Alors c'est une manière très très noire de voir la vie en entreprise. On découvre une entreprise dans laquelle les employés font des choses tellement secrètes que dès qu'ils sortent des bureaux, leur mémoire est effacée. Et quand ils sont dans les bureaux, par contre, elle est effacée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils ne se souviennent plus de leur vie privée. Donc chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils sortent des bureaux, leur mémoire est effacée dans un sens ou dans l'autre. Mais surtout, ça démontre l'absurdité de ces travails de bureau où on compile des tableaux de chiffres, on ne sait absolument pas à quoi ça sert, ce que ça signifie, et tout ça dans une espèce dans une ambiance dépouillée, très blanc, science-fiction. C'est un petit peu long, en effet, ça prend son temps, c'est un petit peu compliqué pour pas grand-chose par moment, mais c'est vrai que l'idée de base sur cette manière de voir l'absurdité de la vie de bureau est assez passionnante. Et c'est produit par Ben Stiller, acteur qu'on connaît pour des comédies, mais qui là tape dans ses instincts les plus sombres. Et puis on peut dire que le carton de l'année, enfin pour nous en tout cas, ça a été Empathie, la réussite totalement inattendue. Série de Canal, inattendue sauf pour les passionnés de séries qui avaient déjà vu les précédentes séries de Florence Lompré. Elle avait fait une série qu'on a pu voir au Festival Cannes Série où elle jouait une jeune femme qui sortait du coma après une dizaine d'années de coma et qui redécouvrait un peu sa vie, mais tout ça avec un humour assez noir. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans cette série-là, Empathie, où elle est à nouveau réalisatrice, scénariste et comédienne principale auprès de Tom Gijol, l'humoriste français qu'on connaît bien par chez nous. Et là, en fait, c'est l'histoire d'une psychiatre qui travaille dans un hôpital psychiatrique et qui elle-même a ses propres soucis. Elle est alcoolique, dépressive. Et la seule personne sur qui elle va pouvoir s'appuyer, c'est justement ce surveillant qui est joué par Tom Gijol. Ils vont avoir justement cette relation un peu d'amour, amitié, et tout ça en essayant de s'occuper des malades de l'hôpital, en essayant d'avoir de l'empathie. C'est difficilement racontable parce que tout est dans l'ambiance, dans le jeu des comédiens. On est toujours sur le fil entre l'humour et l'émotion. On se retrouve dans un instant avec vous, Romain Nigita, pour parler donc des séries qu'il faut se dépêcher de voir parce que la suite arrive bientôt. Et puis aussi les séries dont personne n'a parlé, qu'on a peut-être loupé, et beaucoup d'autres choses encore avec vous. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. 10h midi, Valérie Expert, Gilles Ganzmann, Sud Radio Média. Et en ce 25 décembre, nous sommes avec Romain Nigita, journaliste spécialiste des séries à Téléstar, et on vous passe en revue les séries qu'il ne fallait pas manquer, celles qui vont arriver, donc celles qu'il faut se dépêcher de voir, Romain Nigita, parce que la suite arrive très bientôt. Alors on commence par quoi ? Moi j'ai envie de vous recommander The Pitt, qui est une série médicale dans l'esprit de Urgence. La saison 2 arrive Noah Wild, avec l'acteur
acteurs d'urgence, Noah Wyle, on retrouve même les mêmes producteurs. Et ça arrive la saison 2 arrive le 8 janvier sur la plateforme HBO Max. Donc vraiment, je vous conseille de rattraper la saison 1. La particularité de cette série, ça fonctionne un peu comme 24 heures chrono. C'est-à-dire que la saison complète se déroule en temps réel. C'est-à-dire chaque épisode, l'épisode 2, c'est la suite directe de l'épisode 1. Donc c'est une journée complète au service des urgences, ce qui permet, contrairement à des séries médicales classiques, de suivre au long cours ce qui arrive aux patients, ce qui arrive à la famille. C'est pas juste quelqu'un arrive, on le soigne et c'est fini. Là vraiment, il y a des répercussions tout au fur et à mesure de la journée. C'est un peu comme j'ai trouvé qu'il y avait des impointances avec le Dr House, où là aussi on ne sait pas s'il va être sauvé, pas sauvé, s'ils vont trouver le remède. Il y a un peu cette mécanique-là de recherche, de savoir ce qui va se passer. Et dans Dr House, en général, à la fin de l'épisode, à la fin des 45 minutes, c'est fini. Et l'épisode suivant, ça se passe une semaine après. Il n'y a pas cette continuité-là. Là, on a vraiment un rythme qui permet de s'immerger dans ce service. Noah Wyle est toujours absolument formidable. C'est lui qui jouait John Carter dans Urgence. C'est très bien d'avoir de l'empathie, mais les urgences, c'est pas pour les âmes sensibles. Qu'est-ce qui vous manque pour retrouver un minimum d'empathie? Chargé, on dégage. On a tous besoin d'aide parfois. Et même d'un miracle à l'occasion. Ce qu'il faut qu'il sache surtout... Vite, j'ai besoin d'aide. C'est qu'on offrira toujours notre aide. C'est ce que je me répète tous les jours. Vraiment, il faut le voir quasiment comme une suite, à tel point que la veuve du créateur d'Urgence, qui était le romancier Michael Crichton, le romancier de Jurassic Park, fait un procès au producteur de The Pit en disant mais en fait votre truc c'est une suite d'urgence, vous avez juste changé les noms des personnages. Donc on ne sait pas encore ce que ça va donner en termes judiciaires. Il y a toute une petite polémique. En tout cas, si vous avez apprécié Urgence, vous allez adorer The Pit. The Pit, donc la suite qui arrive le 8 janvier. Paradise sur Disney. Alors c'est quoi Paradise? Moi j'ai pas vu. Paradise, c'est une série paranoïaque de science-fiction. La saison 2 arrive le 23 février, mais la saison 1 qui a été diffusée en 2025, c'était avec Sterling K. Brown, qui était la vedette de This Is Us, qui joue le garde du corps du président des États-Unis. Ah oui. Sauf que le président, un jour, on le retrouve mort. Ça y est, c'est lui, ce garde du corps, qui est accusé du meurtre. Et il y a une énorme révélation à la fin du premier épisode. Je ne peux pas vous en dire plus. Imaginez un espèce de mélange entre 24 heures chrono et Lost. Voilà. Il y a des éléments de mystère, il y a des énigmes. C'est une tendance, un peu le côté un peu science-fiction. On n'a pas parlé de Pluribus, mais c'est aussi... Il y a toujours des séries de science-fiction. Là, c'est vraiment ce mélange qui est assez original avec le côté président, assassinat, thriller et ce côté mystère-énigme. C'est vraiment ce que j'ai trouvé d'original dans Paradise, en plus du fait que les comédiens sont tous extraordinaires. Et pour une fois, ça va très très vite. Pour une série de ce genre mystérieuse à suivre, des fois, vraiment, ça prend trop son temps, c'est un peu dilué. Là, chaque épisode, vous avez des révélations. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et moi, personnellement, j'attends beaucoup la saison 2. Parce que The Lost, à un moment, on a lâché l'affaire. Lost, c'était un peu... ça prenait trop son temps, je suis d'accord. Elsbeth, qu'est-ce que c'est? C'était sur TF1. C'était sur TF1. Une série ça a très bien marché. marché. Sur TF1, ça a très bien marché. Ça revient. Et la deuxième partie de la saison 2 arrive le 7 janvier. Donc c'est vraiment là très bientôt. C'est une série policière un peu dans la veine de Columbo, puisque souvent on voit qui est le meurtrier dès le début de l'épisode. Et tout l'intérêt de la série, c'est cette enquêtrice très fantasque. Et c'est la manière dont elle va confondre finalement le meurtrier. Et dans chaque épisode, ce sont des guests, les meurtriers. Là, dans ces nouveaux épisodes, il y aura notamment Ioan Gruffudd, qui était la vedette de la série Forever, qu'on a vu sur TF1. Il y aura Alyssa Milano, l'actrice qui était dans Charmed et dans Madame est servie. Il y aura également Matthew Broderick, qui est un acteur qu'on a vu dans War Games et dans pas mal de comédies musicales. Mais c'était un peu le cas de Columbo, où à chaque fois, il y avait un personnage fort qui était... alors nous, on ne le connaissait pas évidemment en France, mais qui était une vedette de l'époque aux États-Unis. Et là, ce qui est très très drôle, sans trop vous en dévoiler, le dernier épisode de cette saison 2, il y a un petit procédé qui fait que Elsbeth va se retrouver à nouveau confrontée à tous les meurtriers qu'elle a envoyés en prison dans les épisodes précédents. Bon. Voilà. Alors il y a des séries, en revanche, j'avance un petit peu, des séries pour lesquelles il n'y aura pas de suite. C'est-à-dire, on a appris, par exemple, que And Just Like That, il n'y aurait pas de suite à Sex and the City. Ah, ça y est, ils ont annoncé, en effet, à l'issue de la diffusion de la saison 3, que ça serait la dernière saison, la fin des aventures de Carrie Bradshaw, qui était toujours jouée par Sarah Jessica Parker. Et à la limite, c'est pas plus mal, parce que cette suite a quand même été un petit peu décevante. Stranger Things non plus, c'est saison 5, suite et fin. Suite et fin, c'est vraiment la conclusion de la série. D'ailleurs, les
derniers épisodes, c'est demain, c'est le 26 décembre, enfin en tout cas c'est même dans la nuit du 25 au 26, et l'épisode final, vraiment celui qui conclut toute l'histoire. Qui fera 2 heures, c'est ça? Qui fera 2 heures comme un vrai film, ça sera dans la nuit du 1er janvier. Est-ce que vous l'avez vu? Malheureusement, je n'ai pas encore vu ces derniers épisodes. Que pensez-vous Ils sont tenus au secret. de cette cinquième saison? La première moitié de la 5e saison, moi j'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'ai vraiment aimé la série depuis le début, même s'il y avait des saisons un peu moins bonnes que d'autres. Je crois que la saison 2 était un petit peu répétitive, mais je trouve qu'avec la saison 4, elle a vraiment retrouvé du poil de la bête, et la saison 5, pour l'instant, n'est vraiment pas décevante, et on sent qu'on se dirige vraiment sur une fin qui a été écrite comme une fin. Et pour les fans de la série, je vous conseille... vous alliez enchaîner là-dessus? Non, c'était sur le fait que le Netflix avait explosé. Oui, le premier jour de la diffusion, les serveurs dans la nuit avaient explosé. On en avait parlé au moment du zapping. Et pour ceux qui sont fans de la série, je vous encourage, si jamais pendant les vacances ou pour le Nouvel An, vous allez à Londres, prenez des places pour Stranger Things, qui existe donc au théâtre. Comédie musicale? Non, c'est du théâtre, mais il y a beaucoup de musique et beaucoup d'effets spéciaux. Et ça raconte l'épisode 0. C'est avant l'épisode 1. Vous avez été le voir? Non, j'ai pas vu, mais il y a un gros making-of sur Netflix, justement, d'une heure et demie, qui dévoile une partie de l'intrigue. La pièce est juste incroyable. Les effets spéciaux sont incroyables. Vous avez vraiment l'impression d'être dans le film. Et ils arrivent même à recréer, vous savez, quand elle va discuter dans le monde, que vous avez de l'eau partout. Il y a même ces séquences-là. C'est très impressionnant à voir, et c'est la première fois que Netflix produisait du théâtre. Ils ont encore très envie de mettre des séries sur scène. Allez voir Netflix à Londres. Allez voir Netflix à Londres. Allez voir Stranger Things à Londres. Fin de HPI également. Tout à fait, le carton de TF1. C'est vrai qu'ils en avaient fait un peu le tour, une série policière comme ça. Au bout d'un moment, c'est un petit peu répétitif. Et puis en plus, Audrey Fleurot a sûrement d'autres envies. D'ailleurs, elle est en train de tourner une nouvelle série pour TF1 qui sera une version féminine du Comte de Monte Cristo, qu'elle produit aussi elle-même. Mais c'est pas totalement terminé pour HPI, puisque TF1 devrait également diffuser le remake américain qui s'appelle High Potential, qui est un énorme carton aux États-Unis. C'est bien, vous l'avez vu? C'est très sympa. Alors, en tout cas, les premiers épisodes sont très très proches. Ils reprennent les intrigues françaises? Sur les premiers épisodes, oui. Après, ils développent d'autres choses. Physiques, j'ai vu les mêmes extraits, codes, le fait qu'elle a des tenues pas possibles, la bande-son, etc. Et on peut déjà le voir en France sur Disney+, si vous êtes abonné à Disney+. Si. Et normalement, TF1 devrait le diffuser, mais ils attendaient la conclusion de la version française avant de le passer à l'antenne. Les mystères de l'amour, là aussi, ça durait depuis combien de temps? Ça a duré depuis une quinzaine d'années, et même depuis 30 ans, si on compte toutes les séries précédentes, Hélène et les garçons, etc. Un final en 2 parties. La première partie a déjà été diffusée le 21 décembre, et la seconde partie sera diffusée le 28, donc dans quelques jours. C'est une fin temporaire pour la saga d'Hélène et les garçons. Il n'a pas lâché l'affaire. Parce que nous avons appelé Monsieur Azoulay, qu'on voulait inviter, mais c'était compliqué durant la période des fêtes. Il m'a dit qu'il viendrait dans l'émission Média en janvier, parce qu'il rediffuse aussi le show de Dorothée, la semaine prochaine. Et l'info que moi j'ai, c'est qu'il ne veut absolument pas lâcher l'affaire de cette série qui lui tient à cœur. Ça pourrait continuer ailleurs sous un autre titre. Exactement. Il a déjà annoncé. Et nous, l'attaché de presse de l'Asie sera TF1 ou ailleurs, mais vous allez bientôt voir la suite. Il ne lâche pas l'affaire. Alors, quand on le connaît, c'est une fausse fin. Ouais, c'est une fausse fin. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a aussi, The Handmaid's Tale, c'est dur à dire, Handmaid's Tale, qui là aussi s'arrête, mais bonne nouvelle, il y aura un spin-off. Il y aura un spin-off sur la fille de l'héroïne. Alors c'est La Servante écarlate, la première série était déjà tirée d'un roman. C'est le cas aussi de la suite. Donc c'est pas une nouvelle intrigue créée n'importe comment par les scénaristes de la série. C'est vraiment basé sur le 2e livre qui s'appelle les Testaments. Alors cette suite, on pourra la voir à partir du mois d'avril sur Disney+. En tout cas, sur la première série, sur Handmaid's Tale, La Servante écarlate, là aussi, je trouvais que ça avait un peu trop duré. Ça tournait un peu en rond. À chaque fois, l'héroïne elle s'évadait, elle était rekidnappée, elle se évadait à nouveau, rekidnappée. Même si le message de la série est très très fort, surtout vu ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Oui. Je rappelle que ça parle d'une dystopie dans laquelle les États-Unis deviennent une dictature religieuse, dans laquelle les femmes deviennent ni plus ni moins que des esclaves pour les hommes, y compris des esclaves sexuels pour la reproduction des élites. Donc c'est quand même un futur très très sombre. Mais quand on voit ce qui se passe sous la présidence de Trump, on se dit que malheureusement c'est très crédible. Voilà.
On peut peut-être sauter 2-3 saisons si vous l'avez jamais vu, regardez la première, regardez la dernière, ça vous donnera une très bonne idée de ce que raconte Et puis cette série. Une série qui s'est arrêtée brutalement dans la presse, ça a beaucoup parlé la semaine dernière, parce que ça serait à la demande de Donald Trump, c'est Boots qui s'arrête après une saison. Alors Boots, c'est une série LGBT, et apparemment c'est Donald Trump qui a eu sa peau, est-ce que vous le confirmez ? Alors non, je ne le confirme pas. Parce que c'était ça qui était dans la presse. Hein. Dans une partie de la presse, oui. Alors en fait, malheureusement, la série n'a pas totalement trouvé son public. Alors, c'est une série dont la première saison a été diffusée sur Netflix et qui est inspirée d'une histoire vraie, qui est l'histoire d'un jeune homme homosexuel qui, parce qu'il ne sait pas trop où il est né dans sa vie, décide de suivre son meilleur copain qui s'enrôle chez les Marines. Et donc on va voir ce jeune homme passer à travers toutes les épreuves du recrutement, de l'entraînement, etc. Et tout en lui-même commençant à assumer son identité sexuelle. C'est une série qui est à la fois drôle, émouvante, qui est très bien faite. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas été un carton sur Netflix. Je pense que c'est plus Donald Trump lui-même qui s'enorgueillit de dire « Ah, vous voyez, ça marche pas, ce genre de série n'a plus son public ». Mais voilà, malheureusement, comme beaucoup de séries sur Netflix qui ne trouvent pas leur public, ils décident de ne pas investir sur une saison 2, tout simplement. Allez, on se retrouve dans un instant et puis on sera un peu plus grognon. On va râler contre les décès, ce qui nous a déçus. On va être fâché aussi avec les séries dont personne n'a parlé, qui auraient mérité qu'on en parle. Et puis votre coup de gueule, c'est un peu le ras-le-bol des remakes. À tout de suite. 10h midi, Valérie Expert, Gilles Ganzmann, Sud Radio Média. Alors, on est en compagnie de Roman Hijita, journaliste série à Téléstar. On a décidé d'être un peu tranquille ce matin, de vous parler de séries, parce que c'est vrai que les séries cartonnent de plus en plus. Ça nous empêche même de lire parfois, parce qu'on est addict, qu'il y a des choses exceptionnelles à la télévision, sur les plateformes. Et puis, on peut aussi prendre le livre de Romain pendant les vacances absolument. Sur... c'est pas encore paru, donc on va attendre qu'il paraisse. Vous pouvez déjà le précommander. On peut le précommander chez votre libraire, bien entendu. Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel, c'est consacré à la série Les Simpsons, l'influence de la société et l'inverse, l'influence des Simpsons sur la société. Roman Hijita, c'est chez Playlist Society. Alors peut-être un mot, on a appris la semaine dernière que Disney, qui diffusait les Oscars, avait perdu cette diffusion. Ce sera au profit de YouTube. Donc on va pouvoir voir les Oscars sur YouTube. Et est-ce que ça peut être une tendance aussi pour les séries ? C'est-à-dire, est-ce que YouTube va se mettre à produire des fictions ? Alors YouTube a déjà produit des fictions il y a quelques années. Ça n'avait pas vraiment marché. Ils avaient même sorti une section payante qui s'appelait YouTube Red. La plupart des séries qui avaient été faites dans ce cadre-là sont complètement tombées dans l'oubli, sauf une qui s'appelait Cobra Kai et qui ensuite a été sauvée par Netflix. Cobra Kai, c'était en fait la suite des aventures des héros de Karate Kid. Vous vous souvenez peut-être des films Karate Kid dans les années 80. Et c'était un gros carton sur Netflix, à tel point que plus personne ne se souvenait que les 2 premières saisons étaient sur ce fameux YouTube Red. Donc pour l'instant, la fiction sur YouTube, c'est pas vraiment leur priorité. Par contre, l'événementialisation, les grands événements en direct, ça oui, on a l'impression que ça devient pour eux un peu plus une priorité. C'est quand même un échec pour la télévision que les Oscars se retrouvent sur les réseaux. Il faut savoir qu'en France, quand même, c'était sur Canal+. En pleine nuit, qui regardait, à part quelques cinéphiles, et aux États-Unis, les audiences des Oscars baissaient de plus en plus ces dernières années. Oui, mais c'est un symbole. Le jour où la Coupe du Monde ne se retrouve que sur YouTube. Mais ça le sera un jour ou l'autre. Vous avez déjà des matchs de Roland Garros sur Amazon. Oui, puis il y a un jeune YouTuber qui a racheté le match du Qatar. Voilà, donc malheureusement ou heureusement, c'est l'évolution, mais toutes ces plateformes sont en train de récupérer tous ces événements, tous ces grands événements qu'on a l'habitude de voir à la télé. Mais je pense que vraiment la chute des audiences de ces cérémonies-là sur les chaînes aux États-Unis a vraiment compté pour beaucoup dans cette décision. Ce que disaient souvent les responsables des chaînes aux États-Unis, c'est que la plupart des films qui sont aux Oscars sont des films que les téléspectateurs n'ont pas vus. Donc pourquoi seront-ils intéressés pour voir une cérémonie avec le suspense de savoir est-ce qu'ils vont gagner des Oscars ou pas, parce que c'est des films
films qu'ils n'ont pas vus ou qu'ils n'ont pas aimés. Donc il y a aussi ce souci-là. Business is business. Mais ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour 2029. D'accord, donc on a encore 2 ans sur Disney. Alors les séries dont personne n'a parlé, et c'est dommage. Moi, mon gros coup de cœur de l'année, c'est une mini-série qu'on a vue sur Arte qui s'appelait Lost Boys and Fairies. C'est l'histoire d'un couple d'hommes qui veut adopter un petit garçon. Et tout ça est raconté à la façon d'une comédie musicale. Puisque l'un des 2 hommes de ce couple est lui-même drag queen. Et il raconte sa propre vie, ses propres doutes par rapport à tout ça, parce que même lui, au bout d'un moment, ne sait plus s'il est capable d'être père. Il se passe en plus un événement, je vous en dis pas plus, mais en plein milieu de la série où vous allez vous effondrer en larmes. Ça, je vous préviens, il faut vraiment avoir le petit paquet de Kleenex à côté de vous quand vous allez regarder, mais c'est absolument brillant, c'est touchant. Voilà, s'il y a une seule série à revoir de l'année 2025, c'est celle-ci, donc sur Arte, Lost Boys and Fairies. Axe, là c'est sur Teva. C'est sur Teva, c'est la 4e saison qu'on a pu voir cette année. Alors les premières saisons sont dispo sur Netflix, si vous n'avez pas eu le temps de les voir. C'est une comédie sur les coulisses du stand-up aux États-Unis, avec Jean Smart qui joue une comique un peu vieillissante à qui son agent impose de travailler avec une jeune scénariste. Qui elle est un peu woke. Voilà, il y a le clash de générations. Chaque saison raconte un peu une histoire un petit peu différente, chaque fois c'est dans un milieu différent. Et la saison 4, on est carrément dans les coulisses de la télé, puisque l'héroïne décroche son propre late show, et on va découvrir à quel point c'est compliqué, que parfois il faut faire des compromis pour maintenir son late show. Et voilà, on va voir jusqu'à quel point. C'est vachement bien, mais ça n'a pas très bien marché. Enfin, vous dites qu'on n'en a pas assez parlé. Malheureusement, en France, ça passe d'abord sur le câble, sur Teva. Et faut avouer que Teva n'a plus Mais c'est sur Netflix, non, maintenant les premières saisons, oui. Oui, c'est ça. Donc vraiment, je vous encourage à la regarder. Et c'est la série qui gagne à chaque fois tous les Emmy Awards tous les ans de comédienne. Fabuleux, de comédie. La comédienne est extraordinaire. Enfin, les 2 comédiennes, J'imagine que c'est disponible sur M6 Plus aussi. Et sur M6 Plus aussi, oui. Mr. Bates contre le Post Office. Alors c'est sur Arte, mini-série sur Arte. Encore une série britannique tirée d'une histoire vraie, une histoire absolument incroyable. Un scandale autour des petits tenants d'épicerie en Grande-Bretagne qui faisaient également office de bureau de poste. Sauf que plusieurs ont été accusés d'avoir détourné de l'argent. La Poste, le QG central, leur a dit « Mais attendez, vous avez piqué dans la caisse sur les timbres qu'achètent les gens, etc. » Il y a eu des procès, des gens qui ont dû fermer leur épicerie. Vraiment, c'était des banqueroutes, des faillites personnelles. Sauf que tout ça était dû à un bug du logiciel. Et ce fameux Mr. Bates s'est battu pendant plus d'une dizaine d'années pour prouver l'existence de ce bug et que tous les gens qui ont été mis sur la paille à cause de ce logiciel puissent être dédommagés. Il a même reçu une médaille officielle de la part du gouvernement britannique à la fin parce qu'il a vraiment fait un travail absolument dingue. Donc ça peut paraître un petit peu obscur comme sujet, mais pas du tout. C'est passionnant à regarder. Et comme d'hab, c'est la télévision britannique qui arrive à faire des fictions sur des sujets improbables, mais qui nous prend vraiment aux tripes. Les 4 saisons, série formidable aussi sur Netflix. 4 saisons, une comédie avec Tina Fey. Sur des couples d'amis quarantenaires, voire quinquas, qui partent en vacances ensemble. Donc 4 saisons, parce que chacune de ces vacances correspond à une saison de l'année, l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Évidemment, ces vacances se passent mal, puisqu'on découvre que l'un des couples va divorcer, que l'autre a des doutes sur son partenaire. Donc c'est vraiment très amusant, surtout si vous aimez la comédie américaine, les comédiens comme Tina Fey, comme Steve Carell, qu'on a vu dans la version américaine de The Office. Donc si vous êtes sensible à ce genre d'humour, jetez-vous sur cette série sur Netflix. Ça m'a rappelé un film québécois, moi, cette série. En fait, c'est l'adaptation d'un film américain des années 80, un petit peu oublié, qui était avec Alan Alda. Donc c'est le remake officiel de ce film. Qui jouait dans MASH, c'est ça? Tout à fait, oui. C'était vraiment, c'est une très très bonne série. C'est pour ça si que ça m'a fait penser à un film. Alors, j'avais peut-être vu le film. Si vous ne l'avez pas vu, Douglas is Cancelled, c'est une mini-série sur Arte, évidemment, à voir et à retrouver. Et à nouveau une série britannique, je suis désolé, mais la télévision britannique fait des petits chefs-d'œuvre. Là, c'est écrit par le co-créateur de la série Sherlock. Mais c'est pas du tout cette fois-ci une série policière. Le fameux Douglas, c'est un animateur télé qui se retrouve pris au milieu d'un bad buzz et qui va se faire cancel, comme on dit, c'est-à-dire que tout le monde lui tombe dessus et veut qu'il perde son poste. Évidemment, il y a beaucoup de rebondissements, mais ça parle vraiment de l'époque, de l'emballement des réseaux sociaux, de la réaction des médias, des patrons qui sont des fois pas très courageux, alors que la vérité est peut-être un petit peu plus complexe
que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Donc, si vous adorez les coulisses des médias, déjà, ça veut dire que vous écoutez cette émission, donc vous allez adorer cette série-là. Il y a beaucoup de séries sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un thème qui revient souvent maintenant ou pas ? En thème, en tant que tel, j'ai pas l'impression, mais les réseaux sociaux sont intégrés aux séries de plus en plus, que ce soit même dans les séries policières, dans les thrillers, comme dans l'adolescence. Oui, tout à fait. Ouais, donc ça, c'est à revoir. Votre série préférée de toute cette année, c'est quoi ? Dans toutes celles-là, je dois avouer que Lost Boys and Fairies, la première dont je vous ai parlé avec cette histoire d'adoption, est vraiment absolument formidable, émouvante et avec cette forme très originale de comédie musicale. Donc vraiment, je la conseille à tout le monde. J'ai une question plus difficile pour vous que celle de Valérie. Une série française qui est votre coup de cœur de cette année ? Une série française coup de cœur de cette année. J'en ai une qui est une coproduction, j'ai le droit, une coproduction entre la France et l'Allemagne, qui s'appelait Un monde meilleur, qu'on a vu cet été sur Canal+. En effet, malheureusement, un petit peu passé à l'as, qui anticipe un débat de société. C'est dans une ville allemande où on décide de fermer la prison et de réinsérer tous les prisonniers dans la société parce qu'on se dit que finalement, la prison, ça marche pas. Quand on regarde les chiffres, la récidive est toujours aussi haute. Donc si on essaie autre chose que juste d'enfermer les gens, sauf qu'on va voir que c'est très compliqué, que les familles des victimes ne vont pas prendre ça très bien. C'est une super idée. C'est formidable. Là aussi, d'un sujet qu'on peut croire un peu binaire. Il y a des développements très complexes. C'est un petit bijou passé inaperçu. Ça s'appelle comment ? Un monde meilleur. Un monde meilleur. Et vous, votre série préférée, Gilles ? Moi, c'est Empathie. Ouais, moi aussi. Oui. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Empathie. Et on peut, si on veut, écouter la bande-annonce. Ça va faire du bien une nouvelle psychiatre. Ah ouais, pourquoi ? Parce que l'LD, c'est un peu l'unité fourre-tout. Un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non ? C'est des cas psychiatriques souvent désespérés. Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré. C'est moi qui vais vous accompagner dans vos déplacements. Mais je peux très bien me déplacer toute seule. Non. Je vous souhaite une bonne journée. Pas moi ! Moi j'ai pas beaucoup d'amis. En fait, j'en ai pas du tout. T'as moi maintenant. Il n'y a pas un personnage dans cette série qui n'est pas juste. Moi, j'ai rarement vu ça dans une série. Et le ton, c'est-à-dire d'arriver à parler d'un sujet aussi dramatique que la santé mentale, c'est extraordinaire, avec de l'humour, du recul, de l'émotion. Et puis elle, qui n'est pas non plus quelqu'un de très stable non plus. Elle a autant de problèmes que ses patients dans la série. Oui. Allez, on va se retrouver avec vous, Roman Nigita. On va parler des déceptions et puis de quelques polémiques également. À tout de suite. 10h midi, Valérie Expert, Gilles Ganzmann, Sud Radio Média. Et Roman Nigita, notre spécialiste série, journaliste à Téléstar, notre journaliste préféré. Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel, c'est le livre qui va paraître le 22 janvier, qui est édité chez Playlist Society. Vous pouvez d'ores et déjà le commander pour tous les passionnés des Simpsons et les autres, parce que ça dit beaucoup de la société. En fait, parfois, un simple dessin animé comme les Simpsons, ça dit sur la société et ça dit comment la société aussi peut influencer le discours des dessins animés, parce qu'ils sont toujours adaptés à la société. Les Simpsons, on voit à l'élection de Trump. Ils sont toujours adaptés, même avec, il y a tout un dialogue avec George Bush père à l'époque. J'ai tout un chapitre là-dessus, la manière dont ils ont interagi de manière un petit peu brutale avec lui. Oui, c'est ça qui est passionnant dans cette série, c'est que ça parle de la société, et pourtant, quand on revoit d'anciens épisodes, tout est à nouveau compréhensible, on redécouvre des nouvelles blagues, des nouvelles références. Donc c'est pour ça que la série est totalement intemporelle. Allez, soyons un peu grognons, les déceptions. On a déjà commencé. The Morning Show. Alors moi, j'ai pas pu aller au bout de la série. Je me suis dit que c'était moi, que j'avais loupé des trucs, mais la saison 4 est une catastrophe. C'était compliqué. Moi qui aimais bien, même boire beaucoup la série, notamment la saison précédente, parce que ça parlait du monde des médias. Là, c'est que des histoires de fesses, si je puis dire. C'est machin couché avec truc. Le côté un petit peu politique et médias est complètement perdu. Et cette pauvre Marion Cotillard qui joue un personnage de PDG française dans cette saison est pas gâtée par le rôle, qui est un peu ridicule. Donc grosse déception que cette saison 4. Alors White Lotus, moi je suis bonne cliente. Moi, ça m'a déçu parce que ça tourne en rond. Oui. D'ailleurs, la série, au départ, était juste prévue pour être une mini-série, donc une seule histoire, une seule saison, et on passe à autre chose. Mais le carton a été tellement phénoménal que la chaîne HBO a commandé une saison 2, puis une saison 3 à son scénariste Mike White.
Et maintenant, j'ai l'impression qu'il ne sait plus quoi raconter. Donc, c'est vrai que la prochaine saison, la 4, dont on sait qu'elle sera tournée en France, je suis un peu circonspect sur est-ce qu'il va réussir à se renouveler ou pas. Est-ce que ça ne va pas tomber dans les clichés façon Emily in Paris? Je tends une perche à Gilles, Emily in Paris. Donc voilà, moi, je dois avouer que The White Lotus commence un petit peu à me fatiguer. À la Thaïlande et à de nouveaux moments mémorables. C'est une dinguerie ici. C'est à ça que devrait ressembler notre vie. Je suis si heureuse. Tous mes bébés, ils sont tous là. J'espère que vous aimerez la Thaïlande. D'habitude, on va dans les Caraïbes. Rick, la dame à l'aéroport t'a pris pour mon père. Oh, pitié. De vieilles amies? Pas vieilles, de longue date. Ce qui se passe en Thaïlande, reste en Thaïlande. Et 2 déceptions, les nouveaux feuilletons quotidiens, Tout pour la lumière et Nouveau jour. Alors l'un sur Netflix, TF1 et l'autre sur M6. C'était les feuilletons de trop. Il y en a déjà un sur France Télé, il y en a déjà 3 sur TF1. En rajouter un de plus sur TF1. Mais pourquoi M6 là? Alors, parce que nous, on a vu les premiers épisodes avec Valérie, on avait plutôt bien aimé. Pourquoi le lancer en plein été? Pourquoi ne pas faire un événement à la rentrée en septembre? Ils ont voulu se la jouer, je pense, saga de l'été. Donc le programme que les gens regardaient en rentrant de la plage, et puis comme il y avait déjà le lancement de celle de TF1 quasiment en même temps, à un moment il y a un embouteillage, les téléspectateurs ne peuvent pas tout voir en même temps, donc là c'est les séries de trop, c'est l'overdose. Je suis un petit peu déçu moi pour Tout pour la lumière, parce que ça se passe à La Ciotat, qui est une ville que je connais très bien. Moi j'aime bien The Gilded Age. Gilded Age, oui, qui est assez sympa, qui est la série du créateur de Downton Abbey, mais qui se passe à New York au début du XXe siècle. Avec l'arrivée des nouveaux riches. Des nouveaux riches, le développement du chemin de fer, etc. Voilà, si vous aimez ces séries en costume avec des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui ne sont toujours pas heureux, voilà, c'est à voir. Est-ce qu'il y a des études sur le fait, est-ce que les gens préfèrent attendre que toutes les séries, par exemple, que la Stranger Things, soit le dernier épisode soit en ligne pour se faire tous les Stranger Things, ou ils les regardent épisode par épisode? Il y a eu des études là-dessus, de la façon dont les gens regardent les séries? On voit qu'en tout cas les plateformes tentent différents modes. Là, Stranger Things, on voit que c'est en deux parties. Des fois c'est un par semaine, des fois c'est tout en même temps. En tout cas, je pense que pour des séries comme Stranger Things, où il y a le risque d'être spoilé, c'est-à-dire qu'on nous dévoile ce qui se passe si on n'a pas encore vu, je pense que les vrais fans se dépêchent de tout voir avant qu'ils lisent les révélations sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on doit attendre en 2026 comme série événement? Beaucoup de choses, évidemment. Moi, je pense que l'événement, dès le début d'année, dès le 5 janvier, c'est la mini-série de France 2 consacrée à François Mitterrand. Avec Denis Podalides dans le rôle de l'ancien président et Valérie Carcenti, qu'on connaît de Scène de ménage, qui joue Daniel Mitterrand. Et c'est une série qui se passe à plusieurs époques. Donc, il y a d'autres comédiens qui jouent également ces rôles-là plus jeunes. Et ça va confronter François Mitterrand à ses propres paradoxes, les révélations qui ont été faites sur notamment toute sa vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, moi j'attends beaucoup, je l'ai pas encore vu, mais j'attends de le voir parce que je pense que ça peut être passionnant. Ça démarre dès le lundi 5 janvier et c'est vraiment l'événement de la rentrée. Je sais pas si les familles ont donné leur accord sur la série Mitterrand, puisqu'il y a pas mal de personnes vivantes. Scarpetta, c'est quoi? Scarpetta, c'est Nicole Kidman qui fait encore une série. Vous allez me dire encore une série avec Kidman, et pour une fois c'est différent. C'est bien, je crois que vous allez c'est une série policière. C'est l'adaptation des romans de Patricia Cornwell, grande autrice de best-seller. Et Scarpetta, c'est une médecin légiste. C'est son héroïne, Patricia Cornwell. Une médecin légiste. Et il y a également la sœur de cette héroïne qui est un personnage principal dans cette série. Et la sœur va être jouée par Jamie Lee Curtis. Donc le duo Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, moi j'attends de voir ça. Et ça sera à partir du 11 mars sur la plateforme Prime Video. Et Margot a des problèmes, c'est encore avec Nicole Kidman et ce sera sur Apple TV. Sur Apple TV. Avec Michel Pfeiffer, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais qui là vient de faire un film de Noël pour Prime Video. Et là, donc le duo Michel Pfeiffer, Nicole Kidman, tout ça écrit par le scénariste de Ali McBeal et Big Little Lies. Là aussi, ça promet quelque chose de pas mal. Pas mal. On a à rattraper, et puis un ras-le-bol des remakes. On n'a pas eu le temps de. Ras-le-bol des remakes. On a eu 4 remakes de la série espagnole Machos Alpha. On a eu les remakes de Ghost, la version anglaise, la version américaine, la version française. Là, sur Netflix, en 2026, on va avoir une nouvelle version de La Petite Maison dans la Prairie.
Mais non. Si, ça y est, ils ont déjà commencé à tourner. Donc voilà, tout ça tourne un petit peu en rond, mais heureusement, je suis obligé d'en parler, une nouvelle série Star Trek, Starfleet Academy, avec des jeunes officiers qui sont à l'école navale de l'espace. Et on mentionne quand même pour les Espagnols qui font des très bonnes séries à voir sur Arte. Il y avait eu Los Años Nuevos. Qui est formidable. J'en ai pas parlé parce que tout le monde en a déjà parlé. Mais c'est vrai que c'est des très bonnes séries. Bon, bref, on a de quoi faire. Merci à vous, Romain Nigita. Je rappelle votre livre apparaître, Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel. Si vous êtes passionné par ce dessin animé, vous allez apprendre plein de choses. Il y a plein d'anecdotes, plein d'analyses de ce qu'ont apporté les Simpsons à la société. C'est chez Playlist Society. Vous pouvez le commander d'ores et déjà. Très joyeux Noël à vous. Merci à vous aussi. Et dans un instant, on se retrouve avec Pierre-Nicolas Cléré. Notre passion à tous les deux. Voilà, pour regarder les séries, il faut quoi? Des très grands téléviseurs. Mais lequel? Comment acheter? C'est la tendance de voir. Il va nous parler d'une télé qu'il a installée qui pèse 160 kilos et qui fait tout un mur. Vous en rêvez, Romain Nigita. Allez, à tout de suite.